pour l'inclusion. Merci aux courageux qui acceptent donc de rester tout au long de cette journée. Et donc pour parler de cette question de l'habitat, après la scolarité, la scolarisation, l'éducation, puis la formation, l'emploi, nous arrivons donc au thème du logement et plus largement de l'habitat. Alors à nouveau, pour en parler, nous avons choisi la formule de la table ronde, de l'échange, avec des techniciens, des professionnels du sujet. Et je vais vous les présenter les uns après les autres. Et je vais commencer par Marie-Claude Juvigny, qui est responsable à l'Adréal d'une section, d'un service qui s'appelle Éclat. Qu'est-ce que ça veut dire, Éclat? Pour commencer. Écologie, climat, logement, aménagement du territoire. Merci. Voilà. Et donc, pour parler d'habitat inclusif, parlons déjà d'habitat. Et quel est l'état de l'habitat en France, puis en Picardie? C'est la question que je vous pose. Bien, bonne question. Je vais essayer de ne pas être trop charbonnante, puisque je crois que c'est vrai que c'est un peu notre défaut à tous, techniciens, d'être dans notre monde. Je dirais que d'une façon générale, l'habitat en France a une qualité qui s'améliore beaucoup. On a de plus en plus un meilleur confort, une meilleure qualité de construction. On parle même maintenant de basse consommation, enfin voilà. D'une manière générale, on a l'impression que le logement est confortable pour tous et de très grande qualité. Mais dans un même temps, on a encore pour les plus fragiles beaucoup de situations de mal-logement. Alors, le mal-logement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes sans abri, ce sont des personnes qui sont hébergées par des tiers, par de la famille, qui sont toujours dans ces situations précaires. Ce sont aussi des personnes qui vivent dans un logement indigne ou dans des locaux qui sont complètement impropres à l'habitat. On a des caves, des choses assez précaires. Et je dirais qu'en Picardie, on a la particularité d'avoir un habitat fort ancien, plus ancien que la moyenne nationale, et aussi en même temps une population revenue très modeste. Ce qui fait qu'on a un taux d'habitat indigne encore beaucoup trop important. On est aux alentours de 8% des résidences principales. Sur le parc total, je dirais que ça fait à peu près 48 000 logements. Essentiellement des logements occupés par leurs propriétaires. On a beaucoup de propriétaires occupants qui vivent dans des logements très modestes, donc 27 000 propriétaires occupants, 21 000 locataires qui sont dans des situations un peu compliquées. Et puis, dans un même temps, on a aussi, ça c'est un phénomène de société, un vieillissement de la population, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est aussi des besoins d'adaptation de ces logements, de leur logement. Si on souhaite tous qu'ils se maintiennent à domicile, donc c'est des moments où, quelquefois, pour se mouvoir, il y a aussi besoin d'adaptation. Et puis, on est aussi sur une géographie, quelquefois, qui isole, puisque dans le milieu rural ou en périurbain, on n'a pas toujours la mobilité, l'accessibilité aux services voulus. Donc, on a aussi des territoires qui produisent de la ségrégation, soit en milieu urbain, on entend souvent parler des zones urbaines sensibles, mais en milieu rural, on a aussi de la ségrégation. Alors, le logement, je dirais que avoir un logement, c'est satisfaire un besoin élémentaire, vital. Et c'est la porte d'entrée pour beaucoup d'autres droits. Je crois que vous avez parlé ce matin du droit à l'éducation. Un enfant qui vit dans un logement insalubre, exigu, n'a pas toutes les bonnes conditions pour apprendre. La santé, qui est un enjeu vraiment de société. Comment garder la santé dans un logement vraiment humide et qui produit de la moisissure, des choses qu'on rencontre souvent. Après, le droit au travail, quand on n'a pas d'adresse, comment faire? Donc on voit que c'est vraiment un point fondamental. Alors que dit justement la loi, le droit en matière de droit au logement? Le droit au logement, c'est quelque chose, je dirais, qui s'est construit progressivement dans l'histoire. Je crois que la première fois où on a parlé de droit au logement d'une certaine manière, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Je vous redis la phrase, je la lis parce que je ne la connais pas forcément par cœur. C'est « Toute famille a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer son bien-être, celui de sa famille, notamment par le logement. Hein. Et puis, donc, en France, il a fallu attendre 1982 pour que le droit à l'habitat apparaisse vraiment dans une loi. C'était vraiment le droit à l'habitat. L'habitat, c'est pas la même chose que le logement, c'est encore un jargon. Le logement, c'est véritablement le foyer. L'habitat, c'est tout ce qui va avec, c'est l'environnement, les conditions, les services, les équipements, tout ce qui permet d'avoir une vie, un chez-soi. Donc 82, c'est la reconnaissance d'un droit. Enfin, un droit, c'est bien de l'avoir, mais encore faut-il l'exercer. Donc ensuite, on a en 90, encore une fois, une loi, la loi Besson, qui fait date quand même pour les gens qui connaissent, qui sont investis dans le domaine du logement. C'est véritablement le droit au logement. C'est là qu'on a commencé à travailler avec les conseils généraux fortement sur les plans départementaux pour le logement des personnes défavorisées. Donc un outil, mais aussi ensuite la loi de 98 de lutte contre les exclusions. Et puis là vraiment où on parle de droit opposable, c'est la loi Dallot. C'est le droit au logement opposable. Et là où effectivement les gens ont la possibilité exercent leur droit et la possibilité d'exercer un recours si ce droit n'est pas satisfait. Bon. Certes, c'est déjà une forte avancée, il faut encore que les ménages osent exercer ces droits. On voit souvent, que ce soit dans la lutte pour l'habitat indigne ou pour les personnes en situation difficile, il faut qu'elles osent affronter le système, s'adresser aux administrations pour exercer leurs droits. Alors aujourd'hui, au regard de tout ce matériel juridique, qu'est-ce qui se met en place concrètement comme action, partenariat pour le droit au logement, contre le mal-logement aussi? Oui, contre le mal-logement, je dirais que le principal acteur, l'acteur qui investit d'évidence, c'est l'État, puisque c'est lui qui est garant de toutes les solidarités, bien sûr. Donc c'est lui qui assume la compétence en matière de logement, d'hébergement. Mais depuis les lois de décentralisation, c'est aussi une compétence largement partagée avec les collectivités. Je pense que Madame Caron, qui est ici présente, qui représente le Conseil général de la Somme, nous l'expliquera aussi à travers l'implication du Conseil général, mais c'est aussi une forte mobilisation de toutes les collectivités. On a les intercommunalités principalement qui sont investies à travers les politiques locales de l'habitat, les fameux PLH, qui justement font véritablement des diagnostics de la situation locale et essayent de produire des plans d'action et des actions vraiment adaptées au territoire. On a le Conseil général qui, lui, par sa compétence sociale, s'intéresse beaucoup aux ménages et à leurs conditions de logement. Et donc, c'est là où on parlait du fameux plan d'action pour le logement des plus défavorisés. Et donc, voilà, tout un partenariat qui s'instaure, donc des comités partenariaux qui impliquent les collectivités locales, mais aussi beaucoup d'autres. Hein. On a les caisses d'allocation familiale, on a la MSA, on a les caisses de retraite, on a les ADIL et beaucoup d'associations aussi très investies qui font que les solutions aussi trouvées sont un peu aussi du sur-mesure. Parce que bon, l'État, lui, est impliqué, on le connaît plus largement sur toutes les aides au logement, aussi sur toutes les aides à la pierre, parce que ce qui est important pour que tout le monde puisse exercer son droit, c'est qu'aussi de nouveaux logements se construisent pour que tout ce qui est habitat insalubre, exploitation par les marchands de sommeil, puisse être exclu du marché parce que d'autres propositions arrivent. Alors plus précisément pour les personnes en situation de handicap cette fois, et leur accessibilité, qu'est-ce qui est fait? C'est vrai qu'on a toujours tendance dans l'habitat et dans les différents textes, on l'a vu, de parler d'avoir une entrée population fragile. Alors effectivement, je pense qu'il y a un distinguo souvent
et les textes eux-mêmes agissent de la même manière. Il faut bien avoir effectivement, quelquefois, population fragile et personnes handicapées sont les mêmes publics, mais on a aussi, souvent dans les textes, on remarque que pour les populations fragiles, on parle plutôt d'aide économique et sociale. Pour les handicapés, à mon sens, l'approche est différente parce que la déficience vécue par la personne est aussi, est aussi souvent conjuguée à toutes les caractéristiques de son environnement qui sont inadaptées. Et en fait, la société est aussi responsable de l'inadaptation de cet environnement. Et ce qui fait que là, pour le handicapé, on parlera beaucoup plus, on aura beaucoup plus une approche de compensation. Et un point qui est très important, c'est que là aussi, on ne parle plus seulement de logement, mais plus amplement de l'habitat, hein, parce que les problèmes rencontrés par la personne handicapée concernent aussi largement son environnement. C'est-à-dire qu'on parle cette fois-ci de la chaîne de déplacement et qu'il faut qu'elle puisse vraiment trouver toute l'accessibilité voulue à tous les services. Et c'est d'autant plus important que, comme je l'ai entendu précédemment, le handicap, ça peut concerner tout le monde à tout moment de sa vie. Et aujourd'hui, une des catégories de population aussi très concernées par tous les textes et par toutes nos actions sont aussi les personnes âgées qu'on souhaite maintenir à domicile. Donc, l'accessibilité du bâti, pour nous, État, pour nous, collectivités publiques, est vraiment un enjeu de société. Merci, Madame Juvigny. Hélène Caron, pour le Conseil général de la Somme, vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît, Madame Juvigny. Vous corroborez ces propos? Vous avez la même approche, l'habitat avant plus que le logement? Oui, alors, on a exactement la même approche que ce que vient d'expliquer Madame Juvigny, sachant que c'est pas deux approches qui s'opposent, hein. C'est un peu comme des poupées gigognes. Il y a la première approche, c'est celle du logement. Le logement, c'est ce qui va, c'est le fait de pouvoir donner à une famille, à une personne, un endroit, une maison, un appartement où elle va pouvoir s'abriter, vivre sa vie familiale. Et l'habitat, c'est quelque chose un peu... se loger et habiter, c'est deux choses un peu différentes. Se loger, c'est une première étape. Habiter, c'est quelque chose de plus actif, où on va voir également ses relations sociales et puis tous les autres actes de la vie quotidienne. Hein. C'est travailler, avoir des loisirs, aller à l'école, etc. Donc c'est une vision plus globale et il faut avoir un petit peu les deux visions, mais pas se limiter uniquement au logement, même s'il est extrêmement important. Et quel diagnostic vous posez sur la situation dans la Somme? Alors, sur la situation dans la Somme, donc nous, moi je suis directrice donc, de l'habitat, mais je vais un peu faire la synthèse des interventions du Conseil général en général. Et donc, il y a également des actions sociales et d'autres directions, en particulier une qui s'appelle l'insertion et le logement, et l'autre qui s'appelle l'autonomie. Donc, je vais un peu parler d'une seule voix pour l'ensemble des directions. Donc, le Conseil général, donc, dans ces interventions, donc, elles sont fondées à chaque fois par des documents structurants. Donc, on va parler du plan départemental de l'habitat, on va parler du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, et puis également, on a un certain nombre également de schémas un peu plus spécialisés pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées. On en a également pour les gens du voyage qui est co-géré avec l'État. À chaque fois, on a toujours utilisé la même méthode, c'est-à-dire qu'on part d'un diagnostic partagé avec les acteurs. Sur la base de ce diagnostic partagé avec les acteurs, on définit des objectifs stratégiques, et les objectifs stratégiques permettent de décliner des plans d'action. Alors, quand on fait le diagnostic de la situation de l'habitat, je vais essayer d'être très rapide parce que je vais pas prendre beaucoup de temps, mais on voit que si on laisse faire le jeu normal du marché, c'est-à-dire les logiques économiques, il y a la Fondation Abbé Pierre qui a une expression très parlante qui dit « ça fonctionne comme une énorme centrifugeuse ». Et plus on est pauvre, plus on va être dégagé vers des territoires moins valorisés, plus on va être en difficulté,
moins on va avoir de choix résidentiels. Et donc, quand on fait ce constat, qui est un constat partagé, si on veut neutraliser, rééquilibrer, il faut des interventions publiques fortes de l'État et des collectivités et des interventions coordonnées. Sinon, ça sera toujours les plus faibles, les plus démunis, ceux qui ont des handicaps, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui sont en situation sociale difficile, qui vont avoir les plus grandes difficultés. Et il se trouve qu'ils se retrouvent éloignés des pôles d'emploi, ils se trouvent dans les logements les plus dégradés. Les logements les plus dégradés, c'est ceux qui sont les plus énergivores, ils ont le plus de charges, ils ne peuvent pas se chauffer, donc des problèmes de santé. Enfin, Marie-Claude en a parlé un petit peu. Et de surcroît, ils ont également des coûts de déplacement extrêmement lourds. Donc, premier constat, il faut agir ensemble. Et donc, le Conseil général, c'est la collectivité porteuse des solidarités. Donc, la première chose, c'est que pour le Conseil général, l'habitat, c'est un levier de sa politique de solidarité. Ça, c'est un premier axe. Deuxième axe, donc le département, son échelle départementale, il est à la recherche d'équilibre et d'équité territoriale. C'est-à-dire, où que vous soyez dans le département, il faut que vous ayez la même qualité de logement et le même accès aux services que où que vous soyez, si vous êtes dans la grande ville-centre et puis dans les secteurs ruraux plus éloignés. Troisième ambition du Conseil général, c'est pouvoir redonner le choix à ceux qui sont le plus en difficulté et pouvoir leur redonner, les rendre à nouveau acteurs de leur projet. Et la première chose, c'est le projet de logement. Ça, c'est fondamental également. Et puis, donc, moi, je pourrais résumer ça en disant un habitat qui répond aux besoins des habitants et non pas des habitants qui s'adaptent comme ils peuvent à leur logement. Alors, comment on concrétise ces ambitions? Alors, donc, toutes ces ambitions, donc, elles sont inscrites dans les fameux schémas dont je vous ai parlé. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en grande difficulté déjà pour trouver un logement, pour se maintenir dans leur logement. Donc, première chose, ça va être de développer une offre adaptée aux besoins, d'avoir une politique différenciée pour pouvoir répondre, essayer de combler tous les maillons faibles ou tous les maillons manquants. Donc, on va en reparler, ça va être les personnes en situation de handicap, les personnes vieillissantes, les personnes dans des logements très dégradés. Donc, on est très attentif, et là on va revenir au concept d'habitat, à la localisation des opérations. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir un logement confortable, adapté, il faut également que ce logement il soit bien situé en fonction des besoins de la personne, et en particulier en fonction de ses possibilités d'accéder au travail, aux loisirs, aux services. Et puis également, donc, on recherche d'avoir une mixité, c'est-à-dire plutôt que de faire des îlots de logements spécialisés pour tel et tel type de population, on essaye de travailler, et là on revient aussi à l'inclusion, au bien vivre ensemble, au fait qu'on puisse vivre tous ensemble avec des besoins différents en un même lieu. Très bien, merci beaucoup Madame Caron, également pour cet exposé. Je me tourne donc vers vous, Loïc Palmas. Vous travaillez au sein de la DDTM. Alors c'est la Direction départementale des territoires et de la mer dans la Somme, enfin 80, et vous êtes responsable du bureau Habitat Privé. Qu'est-ce que c'est ce bureau? Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, la DDTM, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que ça ne parle pas beaucoup au grand public. Donc pour essayer de faire assez simple, je vais vous parler de ce qui existait avant et que je pense que vous connaissez. Anciennement, c'était ce qu'on appelle la DDE, donc l'équipement, qu'on a regroupé avec l'ancienne direction agricole. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la direction départementale des territoires et de la mer a des compétences assez variées sur le champ écologique, de l'habitat, de l'agriculture. Et en particulier, moi je travaille sur cette thématique de l'habitat privé. Et sur ce champ-là, nous avons deux interventions particulières. L'une que je vais évacuer assez vite,
de l'habitat, que j'appellerai ANA, pour faire plus simple. L'ANA, c'est un établissement public qui est chargé de la mise en œuvre de la politique publique de l'État en matière d'habitat privé. Donc pour ce faire, elle va accorder des subventions aux propriétaires qui souhaitent améliorer leur logement. Et ça, principalement sur 3 champs d'action. La lutte contre l'habitat indigne, donc, qui va concerner les logements insalubres, ou qui sont en état de péril, donc ce sont des logements qui posent des problèmes de santé pour leurs occupants ou qui risquent tout simplement de s'écrouler. Donc on va essayer d'intervenir pour résorber ces situations. On va aussi s'intéresser aux logements qui consomment énormément d'énergie. Donc on va essayer de travailler avec les propriétaires pour diminuer leur consommation énergétique de façon à ce que ça ait un impact direct sur leur niveau de vie. Et puis le dernier champ qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est celui qu'on a appelé autonomie. Donc on va essayer de, toujours en lien avec les propriétaires, d'adapter le logement à leurs difficultés, qu'elles soient liées à un handicap ou à leur âge. Ça se passe comment concrètement cette adaptation à l'autonomie dans un logement? Alors on va avoir 2 choses. Donc d'une part, pour accorder ces aides, on a des conditions à respecter. La première étant liée aux ressources. Donc il y a des barèmes qui sont établis en fonction des ressources. On définit si on a le droit à l'aide ou pas. Et le deuxième objet, qui est lui beaucoup plus important et assez récent, est lié, je dirais, à la justification des travaux. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va mettre en place un accompagnement auprès des propriétaires pour essayer de définir avec eux les travaux qui sont les plus à même à les aider dans leur vie de tous les jours. Pour prendre un exemple, si vous voulez, donc ce dispositif il existe en gros depuis 2 ans. Avant, vous pouviez venir à l'ANA, nous rencontrer, puis nous dire que vous aviez un projet, adapter votre salle de bain, installer un monte-escalier, mettre des volets roulants motorisés, et puis grossièrement, si vous répondiez aux critères de ressources, on vous accordait une subvention. Aujourd'hui, on essaie d'avoir une démarche un peu plus qualitative, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir réellement si les travaux que vous envisagez de faire, la manière dont l'entreprise qui est chargée de les faire a prévu de les réaliser, ils vont vraiment être utiles aux propriétaires aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un public qui était énormément sollicité. On a eu pendant un temps un public qui était sollicité par les panneaux solaires, donc ça ne nous concerne pas directement, mais on a eu ensuite d'énormes sollicitations en ce qui concerne des volets roulants, motorisés en particulier, donc on a eu un énorme afflux sur ce champ-là. Et puis aujourd'hui, on a un afflux sur un autre thème qui est celui des monte-escaliers automatiques. Donc si vous voulez, un monte-escalier, ça peut paraître très bien quand on vous le présente, quand vous voyez les pubs à la télé notamment, ça peut aider effectivement une personne à mobilité réduite. Le problème, c'est que si ce monte-escalier il est mal installé, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à l'utiliser, à la limite, que ce qui se passait avant. Donc, dans l'instruction de la demande du propriétaire, on va déjà essayer de voir si vraiment on va essayer de s'engager sur ces travaux-là. Et si on définit que le monte-escalier est la meilleure solution pour lui, on va essayer de s'assurer que l'ensemble des éléments propres à son installation étaient pris en compte, et notamment, tout simplement, qu'il puisse répondre à sa fonction première, c'est-à-dire que la personne puisse s'installer dessus en bas des marches, et surtout, arriver en haut, qu'elle puisse descendre sans aucune difficulté. Et alors, ce monte-escalier, par exemple, est financé en fonction des ressources de cet usager. C'est ça. Oui, donc concrètement, je vous le disais, nous avons des différents barèmes donc qui varient en fonction de la composition familiale. On va avoir, une fois que le projet est défini, on va intervenir sur le montant des travaux. Donc en ce qui concerne ce champ particulier de l'autonomie, on intervient sur un montant maximal de 20 000 €. Ça ne veut pas dire qu'on limite les projets à 20 000 €. Vous pouvez très bien imaginer avoir un projet peut-être lourd parce qu'il faut faire une petite extension pour une chambre adaptée. Donc le projet pourra peut-être, par exemple, là, se monter à 25 000 €. Mais nous, lorsqu'on va calculer la subvention, on va se limiter à 20 000. Et sur ce montant de 20 000, on va y appliquer un taux de subvention de 35 ou de 50%. Ces personnes vous sont adressées par qui vous font la demande, qui vous font des demandes concrètes? Je dirais que c'est assez varié. On a
qu'il y a une communication qui est faite, parce que l'ANA parfois organise des salons, elle a un site internet qui présente les aides, parce qu'il y a des artisans qui parfois connaissent le dispositif. On a des personnes qui s'adressent à nous parce qu'elles ont eu contact avec le Conseil général, qui intervient énormément sur ce champ-là. Donc, elles arrivent vers nous en fait pour compléter un petit peu le plan de financement. Et puis on a des associations, par exemple l'APF, qui nous sollicite directement pour justement intervenir dans ces montages et puis obtenir les subventions. Et c'est décidé par une commission, par un jury? Oui. Pas un jury, mais une commission, effectivement. Donc il y a une première instruction qui est réalisée chez nous, et une fois que le dossier est monté, une fois qu'on a obtenu toutes les informations, on va présenter ce dossier à une commission qui est composée d'une dizaine de personnes, avec des professionnels du bâtiment, des financeurs, parfois des collectivités, et on va émettre un avis sur la demande de subvention. En combien de temps le dossier est pris en compte, traité, validé? C'est assez variable. En fait, si vous voulez, on a des décisions au minimum une fois par mois. Donc ensuite, tout va dépendre de la qualité, je dirais, du dossier. Un dossier qui est bien monté, bien ficelé sur le plan technique, administratif et financier peut obtenir une réponse assez rapidement. Comme je vous le disais, on a des commissions mensuelles, donc le délai peut être assez rapide. Mais ensuite, on peut être aussi amené à demander des précisions, comme je vous le disais tout à l'heure. Quand on a un dossier de monte-escalier, on va s'adresser au propriétaire et à son accompagnant pour savoir s'il n'y avait pas une autre possibilité. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, je ne sais pas, par exemple, prévoir l'installation d'une chambre au rez-de-chaussée en aménageant une pièce qui était auparavant un salon? Est-ce qu'on n'aurait pas pu créer une salle de bain adaptée au rez-de-chaussée plutôt que d'avoir recours toujours à celle qui est à l'étage? Donc il peut y avoir des précisions de ce type-là qui font que la durée d'instruction est un petit peu plus longue. Mais ce qu'il faut retenir en moyenne, c'est qu'on a effectivement une commission mensuelle qui décide de l'attribution des subventions. Toujours pour aller dans le meilleur service de la personne qui vivra dans cet appartement, qu'elle soit dans le meilleur accueil chez elle. Voilà, c'est ça. On essaye, dans la mesure du possible, de répondre effectivement à une demande aujourd'hui, mais on essaie de se projeter un petit peu plus loin pour voir si effectivement l'investissement qui va être fait par le propriétaire, parce que on n'a pas toujours des montages avec 100% d'aide publique, cet investissement qui peut être lourd, effectivement, est-ce qu'il va pouvoir être durable et toujours adapté au public? Merci beaucoup Loïc Palmas. Ingrid Davos, vous voyez, écoutez avec beaucoup d'attention ce que disait Loïc, peut-être parce que en tant qu'architecte urbaniste, vous pourrez solliciter une aide de l'ANA. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé en effet, mais il y a pas mal d'années, et je pense que vous étiez dans l'autre processus en effet d'accord des subventions. Je me souviens que la personne avait eu ses subventions, on avait monté le dossier hardiment, ça s'était bien passé. Alors justement, vous accompagnez des projets d'habitat. Alors là, on va parler d'habitat participatif. Qu'est-ce qu'un habitat participatif pour le commun des mortels? Expliquez-nous. Alors l'habitat participatif, c'est une démarche en fait qui est à la fois récente et qui a existé déjà dans les années 70-80. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des projets d'habitat qui sont à l'initiative des habitants. Ce sont des personnes qui se regroupent et qui vont chercher à trouver un terrain et à construire ensemble un projet. Donc ils vont être en lien direct avec l'architecte et ils vont concevoir ensemble ce bâtiment sur mesure, c'est-à-dire que chacun aura une action, une réflexion sur son propre logement, mais aussi sur des espaces partagés à des échelles plus ou moins grandes, hein, ça dépend de la taille de l'opération. C'est une forme d'habitat qui se développe beaucoup en France. Il y en a pas mal. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en réémergence. On a quelques opérations qui ont été construites, comme je disais, dans les années 70-80, qui sont vraiment réussies et qui fonctionnent pour la plupart encore bien. Quand je dis qui fonctionnent, ça veut dire que les habitants continuent à partager vraiment des services en commun. C'est ça l'idée, c'est pas que c'est pas que le logement, c'est la notion de service et de partage et de vie
social. Et aujourd'hui, donc, il y a une vraie démarche, même au niveau politique, parce qu'il y a une loi qui va passer à la fin de l'année pour permettre à l'habitat participatif de reprendre son vrai élan, on va dire. Notamment, il y a toute une réflexion sur les coopératives d'habitants, qui, ces coopératives d'habitants existaient jusqu'en 71, et puis il y a eu un changement de loi qui fait que ça n'existe plus aujourd'hui, d'une manière en tout cas simple, on va dire, dans le fonctionnement. Et donc, c'est l'objet des futures lois qui vont arriver. Donc, l'habitat participatif, c'est vraiment une troisième voie par rapport à la production du logement. Pour moi, en tout cas, je sens ça comme ça. Aujourd'hui, on est dans un système de production assez binaire, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la promotion privée et de l'autre le logement social. Là, c'est une voie qui est à l'initiative des habitants, mais qui peut être partagée avec des bailleurs sociaux. Il y a des exemples en Picardie? Est-ce que vous, à votre connaissance? En Picardie, il n'y a pas vraiment d'exemple. Il y a des projets qui sont en émergence, il y a des groupes qui sont en cours de développement et qui sont en train de réfléchir avec des SEM, donc, sur des quartiers en devenir. Alors pour qu'on visualise bien physiquement, ça se présente comment un habitat participatif? C'est quoi? C'est plusieurs appartements, maisons? Voilà, ça prend toutes les formes, hein. Ça peut aller de l'habitat collectif, du logement collectif au logement individuel superposé ou accolé. Voilà, ce qui fait un petit peu le côté générique, c'est la volonté de partager des espaces communs, à minima, on va dire un jardin. Voilà, ça peut être une salle commune, ça peut être un atelier de bricolage, une buanderie. Et alors plutôt pour qui? Des personnes âgées, des personnes handicapées? De tout, enfin à partir du moment où ce sont des personnes qui ont envie de s'engager dans un processus de ce type-là, ça peut être toute personne. En fait, je suis moi-même porteuse d'un projet de ce type-là en tant qu'habitante. Je fais partie d'un groupe qui est basé à Montreuil, donc dans le 93. Et à l'époque, il y a donc 2 ans et demi, quand j'en ai parlé autour de moi, j'ai eu beaucoup de gens qui se sont intéressés au sujet, qui sont restés dans le groupe au fur et à mesure qu'on avançait, et qui n'avaient pas forcément des moyens financiers énormes. Ça, je m'en suis vite aperçu qu'on n'avait pas tous la même capacité à s'auto-porter, on va dire, dans la démarche. Et donc, je suis allée voir un bailleur social, plusieurs, et puis j'en ai trouvé un qui a accepté en fait de porter des familles dans le projet pour permettre cette fameuse mixité, parce que c'est vrai que sinon, ces opérations-là sont souvent des opérations assez homogènes finalement. Voilà. C'est un projet pilote en France? C'est le projet Unisson? Voilà, c'est le projet Unisson. C'est un projet qui est, je ne sais pas s'il est pilote, je pense qu'il est un peu pilote parce que l'idée c'est que le bailleur social ne porte que les lots pour faire ce qu'on appelle du PSLA, et il y a un lot en PLAI, donc c'est un logement social d'insertion. En accession. Voilà, d'insertion, pardon. Voilà. Et on a donc le bailleur a pris des parts sociales dans la structure juridique porteuse. Donc il y a des gens, on va dire, en autopromotion, et il y a des gens qui sont portés par le bailleur, ce qui fait cette mixité. Donc vous y vivrez quand, vous? Personne ça. Le chantier se termine à la fin de l'année. Et il y aura d'autres personnes âgées, handicapées? Aujourd'hui, non, on a un lot qui va être en location, qui est en rez-de-chaussée. Et l'idée, c'est de permettre qu'il soit accessible à une personne âgée avec une difficulté, en effet. L'idée, c'est en effet que grâce au lien social dans l'habitat, on puisse rendre des services et que cette personne puisse contribuer à sa manière, et que nous, on puisse l'aider au quotidien dans ces petites tâches. Alors vous, en tant qu'architecte urbaniste, de quelle manière vous avez œuvré à ce projet Unisson? Vous avez eu un regard professionnel? Oui. Au départ, je fais tout un travail de recherche de foncier, parce que en Ile-de-France, c'est très très compliqué. Et puis, donc, j'ai fait tout le montage financier avec, à mes côtés, le bailleur social qui avait le portage des 3 lots en question. C'est une toute petite opération, hein, on n'a pas trouvé un très grand terrain. Au départ, on voulait être 15, et puis finalement, on a trouvé un terrain pour 8 lots. C'est déjà pas mal, on est content.
Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, aujourd'hui, Habitat Solidaire est sollicité par d'autres groupes en France pour porter comme ça des logements au sein d'opérations d'habitat participatif. Très bien. Merci beaucoup, Ingrid Avaux. S'il y a des questions, je pense peut-être, on les écoutera juste après l'intervention de monsieur Jean-Marie Lafrette. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le président d'une association qui s'appelle Habitat et Humanisme. C'est dans l'Aisne? Oui, tout à fait. Le siège de l'association est à Soissons. À Soissons. C'est une association qui appartient à une fédération assez ancienne. Oui, c'est une association qui appartient à la Fédération nationale, donc Habitat et Humanisme, créée en 1986 par Bernard Devers pour effectivement aider au logement et à l'accompagnement des familles en situation de fragilité. Et donc, qui a proposé un concept original de maison relais. Oui, en fait, le concept a été promu par une circulaire de 2002 du ministère de la Cohésion sociale et du Logement. Donc, pour développer une offre un petit peu alternative pour les personnes en situation d'exclusion lourde. Donc, en fait, les maisons relais, encore appelées aussi pensions de famille, bien sont des résidences sociales, sont une forme de résidence sociale qui permettent à des familles ou à des ménages, des personnes plus exactement, de conditions modestes, à faibles ressources, en situation sociale difficile ou en situation psychologique aussi difficile, et qui ne peuvent pas accéder à un logement ordinaire, d'avoir un logement et également un accompagnement. Donc ce sont des personnes qui sont en situation d'isolement, en situation d'exclusion, qui en fait ne peuvent pas accéder, qui souvent sont passés par du logement, de l'hébergement provisoire, qui ne peuvent pas intégrer des structures type CHRS, donc d'insertion sociale, mais qui ne peuvent pas non plus intégrer un logement ordinaire. On se situe à la charnière, si vous voulez, entre ces deux catégories, donc entre l'hébergement et le logement ordinaire. Les maisons relais se situent à cette charnière. Donc, l'objectif est de proposer du logement et de proposer aussi des espaces communs. Donc, la maison relais combine du logement privatif et des espaces collectifs. Donc, du logement en général de petite taille, puisqu'il s'agit d'accueillir souvent des personnes seules ou des couples, et puis des espaces collectifs pour une vie de groupe. Une salle à manger, une salle à manger, un salon, une salle de réunion, une laverie. Sur Soissons, nous avons une maison relais où il y a un jardin, où il y a un parking, etc. Donc, ces structures, maison relais ou pension de famille, puisque les deux termes sont tout à fait acceptables, sont gérées donc, par effectivement une association qui bénéficie d'un agrément préfectoral. Et ces structures sont encadrées par des hôtes de maison, donc du personnel qualifié dans le travail social, qui essaie d'installer dans la structure une vie de type familial, par des actions qui vont dans le sens de la convivialité, à peu près ce que c'est, mais également par des actions qui vont dans le sens de l'animation ou d'activité pour ces personnes et pour aider ces personnes en fait à se resocialiser, donc à pouvoir retrouver
passer par la rue, puis par les hébergements provisoires, comme je le disais tout à l'heure. L'objectif final de ces maisons relais, c'est bien de conduire les personnes vers l'autonomie, donc vers un logement ordinaire. Bon, cela étant, on est dans du logement qui n'est pas du logement temporaire. Donc, il n'y a pas de notion de durée d'accueil dans ces structures de maisons relais ou de pensions de famille. Certaines personnes pourront en sortiront rapidement, d'autres moins rapidement, d'autres resteront. Tout cela soutenu par la force de bénévoles qui aident ces résidents aussi à s'ouvrir vers l'extérieur et que l'extérieur vienne à eux pour favoriser plus d'autonomie ensuite. Alors ça c'est la particularité effectivement du mouvement Habitat et Humanisme, que de proposer aux personnes que nous accueillons, soit en maison relais, soit dans des maisons que nous construisons, que nous achetons, que nous réhabilitons ou qui nous sont confiées par des propriétaires, de leur proposer donc un accompagnement, et un accompagnement par des équipes de bénévoles. Donc, ces équipes de bénévoles soutiennent finalement l'action dans les maisons relais des hôtes de maison, participent à l'animation de la maison en animant des activités et en assurant parfois un suivi un petit peu plus individualisé des locataires, des résidents de cette maison relais. Actuellement, ils sont combien locataires dans cette maison relais de Soissons? Alors la maison relais de Soissons a une taille à peu près moyenne, enfin en tout cas qui était imaginée par les ministères au moment où effectivement ils ont mis en place ce type de structure. C'est 20 personnes, plus exactement 20 logements pouvant accueillir 22 personnes. C'est-à-dire que nous avons donc 18 logements qui peuvent accueillir une personne seule et 2 logements qui peuvent accueillir des couples ou des binômes. Et donc c'est la seule en Picardie pour l'instant? Non, au niveau d'Habitat Humanisme, oui, mais comme je le disais tout à l'heure, tous les organismes qui sont agréés par le préfet pour effectivement porter des projets de résidence sociale peuvent effectivement monter des maisons relais pourvu que effectivement leur projet soit validé. Donc pour Habitat Humanisme, pour l'instant on n'a qu'une maison relais sur la région. Il y en a une autre qui est en cours de création sur Amiens. Très bien. Merci Monsieur Lafrette. Alors y a-t-il des questions, des échanges, des informations complémentaires à la même question que depuis ce matin? Prenez la parole, n'hésitez pas, le micro va circuler. Oui, d'accord, déjà 2 interventions possibles. On va prendre un micro pour monsieur, ici. Je voudrais simplement dire qu'on vient de démarrer en 2012 Habitat et Humanisme dans l'Oise. Et le siège est à Beauvais. Ça démarre tout petit, mais voilà, on a des projets. Excellent. Monsieur, présentez-vous également. Oui, André Deluel, donc président de l'UNAFAM de l'Aisne. Je réinterviens à nouveau parce que pour nous, le logement, c'est vraiment quelque chose de crucial. Une remarque, nous estimons à l'UNAFAM, et notre estimation est basse, que 1% de la population présente un handicap psychique grave. C'est-à-dire que ces personnes-là ont besoin, pour s'insérer dans la communauté, d'un accompagnement. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les hôpitaux psychiatriques ont été vidés. 50 à 70 000 lits d'hôpitaux psychiatriques ont été fermés. Ça n'est pas que les malades sont guéris. 50 à 70 000 lits d'hôpitaux psychiatriques ont été fermés. Les malades ne sont pas guéris. Ils sont dehors. Et dehors, à où? Une majorité de ces malades sont pris en charge, en ce qui concerne le logement, par les familles. On pense, ça c'est une statistique du Secours catholique, dernièrement,
que 133 000 citoyens français étaient sans domicile fixe. On estime que 25 à 50% de ces 133 000 SDF sont des malades psychiatriques, en particulier des schizophrènes. D'après M. Delarue, contrôleur des lieux de privation de liberté, dans un rapport tout à fait récent, 25% environ des 65 000 personnes en détention sont des malades psychiatriques graves. Je vous disais que les familles hébergent leurs proches malades dans des conditions extrêmement difficiles, et ça depuis 40 ans. Mais depuis 40 ans, nous avons permis des économies d'échelle considérables à l'État, sachant qu'une journée d'hospitalisation, actuellement, le prix de journée, c'est de l'ordre de 3 000 francs. Non, pas 3 000 euros, j'ai des difficultés à convertir en euros, mais 450 euros, hein, voilà. Mais on n'est pas payé de retour parce que nos proches sont toujours abandonnés dans la cité. Alors, je vous disais que pour nous, vous avez parlé d'accessibilité au logement. Pour nos proches, il n'y a pas de problème. Ils arrivent à franchir les marches, à arriver jusqu'à la porte. Mais les problèmes commencent quand on ouvre la porte. C'est-à-dire que, bien souvent, ils sont absolument incapables de gérer un logement. Et on arrive quelquefois au syndrome de Diogène, qui est à une incurie vraiment totale, si vous voulez. À titre d'exemple, mon fils malade vit tout seul. Avec mon épouse, lors d'une hospitalisation, on est allé chez lui. On a mis 12 jours à temps complet à remettre son logement en état, à faire sa lessive. C'est pour vous donner une idée, hein, parce qu'il n'est pas accompagné dans la cité. Alors pour nous, il n'y a pas d'inclusion de nos proches malades dans la cité sans logement personnel. Sachant que ça n'est pas aux familles qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas d'assurer ce logement. C'est trop difficile de vivre avec un proche malade psychiatrique. Il n'y a pas de logement pour nos proches sans accompagnement. Sans accompagnement, et ça dans le cadre d'une prise en charge globale. C'est-à-dire que s'ils ont un logement, s'ils ont un accompagnement, mais qui n'ont pas de soins, qui n'ont pas de protection juridique, qui n'ont pas de vie sociale, dont la famille n'est pas aidée ou formée, c'est l'échec assuré. Il y a le problème du logement en Belgique. Plusieurs milliers de nos proches sont en Belgique. Je me suis renseigné sur le coût journalier des établissements belges, en particulier d'un FAM, j'ai les coordonnées, c'est 177 € par jour. Autrement dit, notre département paye pour ces malades-là, en gros 177 € par jour, alors que pour un tarif équivalent, nous avions mis sur pied un foyer dont le coût était à 170 € il y a 2 ou 3 ans. Donc pour un coût similaire, mais là, sans absolument aucun retour en termes d'emploi, et l'argent est dépensé. Bon, les Belges en font une véritable industrie, c'est donc qu'il y a quelque chose... on n'est pas plus bête qu'eux, si vous voulez. Hein. On doit pouvoir faire la même chose chez nous. Et je parlais des familles formées. Je suis de formation médicale. On est entre nous. J'accompagne des proches depuis 40 ans. Ma formation médicale a été un obstacle majeur à un accompagnement correct de mon proche malade. En ce sens que, vous allez piger, en ce sens que la médecine, si vous voulez, c'est un diagnostic. Là, je caricature, hein, c'est un diagnostic, un traitement, et puis après tout va bien. Or, pour les malades psychiatriques, c'est pas du tout ça. On sait faire un diagnostic, mais si le malade ne se reconnaît pas malade, comment on fait? Si le malade ne veut pas prendre ses médicaments parce qu'il n'est pas malade, comment on fait? Alors, j'ai tout appris dans un type de formation, dans des programmes psycho-éducatifs, qui ont complètement changé la relation à mes proches malades. Notre vie a été transformée, mais mon épouse me disait 25 ans trop tard. Voilà le témoignage que je voulais vous apporter. Merci beaucoup, monsieur, pour votre contribution. Monsieur Lafont, vous voulez rebondir?
le sujet que vous évoquez, nous en avons déjà parlé, nous en avons également parlé avec Claude Bréhin qui est à vos côtés, qui fait partie de votre association et qui fait partie d'Habitat Humanisme N également. C'est vrai que la situation que vous décrivez est tout à fait exacte et elle rejaillit effectivement sur l'activité des maisons relais en général et de la maison relais de l'Aisne en particulier. Je veux dire que nous avons pris conscience de cette situation, je vous l'ai déjà dit, à travers la gestion, donc la mise en route de notre maison relais, puisque nous avons eu à traiter très vite beaucoup de dossiers d'admission de personnes qui souffraient de handicap psychique. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, notre résidence est occupée par 6 de ces personnes ayant des troubles psychiques plus ou moins graves. Toutes les maisons relais donc, sont effectivement dans cette situation. Et c'est vrai qu'il se pose un grave problème, c'est le problème effectivement de l'accueil de ces populations en nombre plus important, puisque nous avons à gérer un groupe et qu'effectivement dans ce groupe, pour l'équilibre de ce groupe, nous devons avoir une diversité de situations si nous ne voulons pas être confrontés finalement à des problèmes de tempête alors que nous cherchons le calme. Cela dit, je suis assez d'accord parce que j'ai lu un certain nombre de vos documents pour dire que ces personnes qui présentent ce type de handicap peuvent tout à fait eh bien, être, s'ils sont accompagnés, eh bien, participer à l'harmonie d'un groupe de personnes en situation d'exclusion ou en situation de précarité. Simplement, je crois qu'il y a 3 conditions à respecter. D'une part, avoir du personnel qui fasse eh bien, ce que l'on fait effectivement dans les maisons relais, c'est-à-dire de l'écoute, de l'attention, de l'accompagnement, première chose. Deuxième chose, qu'il y ait un partenariat qui se mette en place avec les équipes qui suivent médicalement ces personnes. Nous avons effectivement mis en place des partenariats avec le CMP, Centre médico-psychologique, qui est rattaché donc à l'établissement public de santé mentale départemental de Prémontré. Donc il faut qu'il y ait ce partenariat parce que si nous détectons effectivement que les médicaments, comme vous dites, ne sont pas pris par la personne et que donc il y a des troubles qui commencent à se manifester, donc il faut pouvoir intervenir, il faut pouvoir solliciter, il faut pouvoir agir très rapidement. Et puis, troisième chose, il faut quand même un personnel qui soit qualifié sur ces questions. Et je dirais d'autant plus qualifié que la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que, compte tenu du secret médical, nous ne savons pas, dans le détail en tout cas, ou dans l'étendue, ou dans la gravité, eh bien, le trouble exact, la pathologie exacte dont souffre la personne. Donc, pour nous, c'est vrai que ça représente sans doute une difficulté supplémentaire. Cela dit, c'est un public qui, si ces 3 conditions sont respectées, peut participer effectivement à l'harmonie
sachant que, effectivement, dans les cas que nous avons, eh bien, c'est quand même un soulagement important pour les familles. Je rappelle qu'en général, ces gens les gens que nous accueillons sont jeunes ou de génération intermédiaire, et qu'ils ont jusque-là été aidés par leurs parents, qui sont souvent en train de vieillir et qui sont souvent désespérés à l'idée de savoir comment leur fils, leur fille, etc., va pouvoir s'en sortir après leur dernier départ. Merci, Monsieur Lafrette. Hélène Caron. Oui, alors moi c'était un peu sur le thème de l'articulation entre la production de logements adaptés et puis les personnes qui sont en accompagnement des personnes en situation de handicap ou des personnes vieillissantes. Alors, au Conseil général de la Somme, on a quelque chose d'assez original. Donc, côté production d'habitat adapté, on est très volontariste puisqu'on impose aux bailleurs sociaux de produire 20% de logements effectivement adaptés dans toutes les opérations qu'on finance. Donc il ne s'agit pas de logements adaptables potentiellement, mais de logements véritablement adaptés. Et on travaille en très étroit partenariat avec notre maison départementale des personnes handicapées qui a une mission logement et qui travaille à la mise en communication donc des besoins des personnes en situation de handicap avec ces logements adaptés qu'on a produits. Donc il y a une mission donc, qui est animée par Bernadette Plateau, qui est dans la salle, et qui donc reçoit les demandes spécifiques des personnes en situation de handicap, dont toute l'équipe les analyse. Il y a une commission qui se réunit chaque mois avec les associations également qui représentent les différents types de handicap pour faire des préconisations logement pour chacune des situations, des préconisations adaptées qui sont communiquées aux bailleurs. Et ensuite, nous, on a un droit de réservation sur une partie des logements adaptés et on utilise ces droits de réservation pour permettre de donner satisfaction à des personnes en situation de handicap. Et donc, ça permet de faire communiquer nous, ma direction, qui travaille sur la production de logements, et puis la maison départementale des personnes handicapées, qui est en accompagnement des personnes qui ont des difficultés à trouver un logement adapté. Et on a également, donc, avec les autres collègues de la direction de l'autonomie, on essaye de développer le même type de partenariat sur les besoins des personnes âgées. Nous, on a une politique volontariste, donc, également pour aider à l'adaptation des logements existants, en complément des aides que le IPALMA de l'ANAC, que le IPALMA a décrit. Et aussi, on encourage un accompagnement dans les projets d'amélioration de l'habitat, en particulier dans le cadre d'une convention qu'on a avec le Pacte Agric de la Somme. Et les services, donc, en accompagnant des personnes âgées, en particulier celles qui instruisent les demandes d'allocation personnalisée d'autonomie, vont être déclencheurs également de nos interventions sur l'amélioration de l'habitat. Donc je pense que c'est vraiment en mettant les acteurs de la production et de la réhabilitation de l'habitat au service des personnes en difficulté et qui peuvent être accompagnées donc, par les services sociaux qu'on pourra vraiment progresser sur le sujet. Très bien, merci beaucoup. Y a-t-il une dernière intervention? Oui. Une avant-dernière. Bonjour, Alain Coudra-Piep. Je viens t'appeler Habitat Humanisme. Votre projet relais de logement accompagné, ça paraît très bien. Qu'en est-il du financement d'investissement et du financement de fonctionnement? Est-ce que c'est un établissement? Est-ce que c'est de l'entreprise privée? Est-ce que c'est coopératif? Quelle formule y a-t-il? Plus de précision sur la maison. Oui, alors, donc, effectivement, au niveau de l'investissement, donc vous faites bien la distinction, et effectivement, il faut le faire, entre l'investissement et le fonctionnement. En ce qui concerne l'investissement, pour nous, en ce qui nous concerne, il s'agissait d'un projet de démolition, reconstruction sur un terrain que nous avons acheté. L'opération, si je me souviens bien, a coûté environ 1
millions d'euros, donc pour créer une vingtaine de logements en cœur de ville, en cœur de ville de Soissons, ou en tout cas à proximité du cœur de ville, avec un terrain très important qui nous permet d'avoir un jardin associatif, avec effectivement des parties communes, etc. Et les logements, c'est une précision que je n'ai peut-être pas donnée tout à l'heure, sont proposés, compte tenu de la situation des personnes accueillies, et ils sont proposés meublés. Donc on est bien donc sur du logement meublé, des logements de type 1, avec les parties communes qu'on disait tout à l'heure, et avec des espaces pour pouvoir effectuer un certain nombre de travaux de jardinage. Alors les financements, eh bien, ce sont les financements qui sont proposés pour la production de logements très sociaux. Donc ils provenaient de l'État via des PLAI, prêts locatifs aidés d'insertion. Nous avons eu également une participation complémentaire de la région et de l'ADEME, puisque c'est un bâtiment qui bénéficie d'un double label haute performance énergétique et label haute qualité environnementale. Sur les 20 logements, 6 sont complètement accessibles à des personnes à mobilité réduite. Et donc nous accueillons d'ailleurs plusieurs personnes qui sont dans cette situation. Nous avons également bénéficié de quelques subventions également des collectivités locales regroupées au sein de la communauté de communes, et puis de fonds propres qui ont été apportés par notre mouvement. Parce que la particularité d'Habitat Humanisme, c'est de travailler donc à la production de logements pour les familles en situation de fragilité, d'accompagner les personnes, mais aussi de se constituer des fonds propres grâce à l'épargne solidaire et également au mécénat. Donc voilà pour ce qui concerne la partie investissement. Pour ce qui concerne la partie fonctionnement, eh bien nous sommes conventionnés puisque notre projet a été validé à l'échelon de l'État représenté donc par la direction régionale de la cohésion sociale, et nous bénéficions pour chaque place au sein de la maison relais d'une subvention de fonctionnement de 16 €, donc par jour, pardon. Et donc ça par résident. Par ailleurs, effectivement, mais essentiellement pour amortir l'investissement, eh bien, les personnes accueillies supportent un loyer. Plus exactement, il s'agit d'une redevance qui comprend une partie loyer, une partie charge, bien sûr réduite au minimum grâce au label que je signalais tout à l'heure, et puis une partie assurance. Donc ça, c'est essentiellement pour couvrir toutes les charges d'investissement. Alors, bien entendu, on est sur du logement conventionné, et les aides au logement sont attribuées en fonction, bien sûr, des situations et des revenus des personnes. Très bien, donc, merci monsieur. C'est pas considéré comme établissement médico-social, et donc vous faites le travers entre vous l'État. C'est une résidence sociale. On est considéré comme une résidence, sociale, mais pas médico-sociale. Et donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous voulez, notre personnel est un personnel qui travaille plus sur le champ social, sachant que les personnes qui sont accueillies continuent de bénéficier du suivi social et ou du suivi médical
qu'ils avaient avant d'être accueillis chez nous. Bien. Encore que 30 secondes. Là-dedans, vous êtes initiateur, promoteur, porteur. Donc les gens sont vos sous-locataires ou est-ce qu'ils sont en classement direct du bailleur? Alors, disons que notre situation est un tout petit peu plus complexe parce que le portage, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire parce que c'est notre fédération qui apporte les fonds propres grâce à la souscription d'actions solidaires et grâce à l'épargne solidaire, le portage technique et financier de la création de la maison relais a été assuré par une structure satellite de notre fédération qui s'appelle la Foncière d'Habitat et Humanisme, donc c'est-à-dire par un outil fédéral. En ce qui nous concerne, nous, localement, nous sommes gestionnaires délégués par la fédération. Merci Jean-Marie Laflatte. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame Juvigny? Pour d'autres opérations qui existent en Picardie, où ça n'est pas Habitat et Humanisme qui assure le portage, on a des bailleurs sociaux qui, eux, assurent toute la maîtrise d'ouvrage et qui ensuite louent à une association gestionnaire. Donc il existe des cas où il y a une distinction. Mais là, c'est parce que Habitat et Humanisme a aussi son propre promoteur pour monter le projet. Très bien, merci pour cette question des maisons relais. Y a-t-il d'autres interventions éventuelles avant de poursuivre et presque de conclure?